Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leurs projets sportifs, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en 2 temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram @lesjoiesdusport.podcast. Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. Dans cet épisode, je reçois Florian Tucci, un trailer passionné et intrépide. De ses premiers pas sur une course de 10 km à son incroyable progression vers des trails de plus de 80 km, Florian nous entraîne dans son périple sportif extraordinaire. Dans cette discussion, nous allons explorer son parcours remarquable et la préparation de son défi imminent, la redoutable Saint-Élion, un trail de 78 km et 2000 mètres de dénivelé positif, entre les villes de Saint-Étienne et de Lyon, prévu pour le 2 décembre. Mais au-delà de l'exploit sportif, c'est l'histoire d'une détermination sans faille face à l'adversité que Florian partage avec nous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Florian. Bonjour Florian, bienvenue sur le podcast. Salut Alex, ravi d'être ici. Écoute, c'est un plaisir partagé. Aujourd'hui, t'es là pour nous parler de ta prochaine course et également d'une particularité qui va t'accompagner pendant celle-ci, mais pas que. Avant d'aborder ces sujets-là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors ok, je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc moi c'est Florian, j'ai 32 ans, je suis enseignant d'histoire-géographie en région parisienne. Donc ça fait désormais 8 ans, c'est ma 8e rentrée. Je suis également prof de théâtre, comédien, j'ai également ma compagnie donc dans laquelle je suis metteur en scène et je pratique depuis 1 an le trail, on peut le dire, je crois, à fond. Quel a été le premier sport qui t'a passionné? Alors, comme beaucoup d'ados, je pense que ça doit être le football. J'ai fait 4 ans de foot quand j'étais adolescent pour suivre les copains. Donc, ça a été le premier sport qui m'a vraiment passionné, que ça soit pour le pratiquer, que ça soit pour aller également voir les matchs du PSG au Parc des Princes. J'en garde de super souvenirs. Même si maintenant je suis un peu moins dedans, je dois le reconnaître. Ça a vraiment été le sport, je pense, qui m'a ouvert sur le monde du sport. Comment t'es venu du coup à la course à pied? Ah, alors la course à pied, comment j'y suis venu? Bah, il se trouve au fait que quand j'ai pratiqué le foot, au bout de 4 ans, j'ai eu un problème au genou, un problème de croissance qui m'a fait arrêter le foot pendant là, quelques années. Et du coup, je me suis mis à une autre activité. Et parce que j'ai un petit don pour l'hyperactivité, donc du coup, je pouvais pas rester sans rien faire. Et je suis tombé amoureux du théâtre, donc je me suis mis au théâtre. Et il se trouve qu'un jour, une collègue, la comédienne, m'a dit qu'il y avait une course là dans la ville où j'ai grandi, une course de 10 kilomètres, et elle m'a dit qu'elle la faisait, et elle m'a proposé de faire la course avec elle. Donc pour moi, c'était inconcevable. J'avais jamais couru depuis le cross du collège. Là, c'était vraiment un challenge. Donc du coup, bien sûr, je me suis lancé dans ce challenge tête baissée sans même réfléchir. Et du coup, ça a été ma première course. Ça fait maintenant, j'avais 18 ans, donc ça commence à dater un petit peu. Ça fait 14 ans du coup que j'ai effectué ma vraie première course du coup de 10 kilomètres que j'ai bouclé en 48 minutes. Et après, bah, je me suis mis à courir un petit peu par-ci par-là. Ça a été quelques années de course où j'ai pratiqué en général une course par an avant de m'y mettre un peu plus sérieusement. Tout ça, tu le fais un petit peu du coup avec une certaine contrainte. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, bah, il se trouve effectivement que je suis diabétique de type 1, donc diabète qui est apparu à l'âge de 16 ans. Donc le diabète de type 1, c'est un diabète dit diabète insulinodépendant. Donc il se trouve que mon pancréas ne fournit plus du tout ou presque plus d'insuline et que je suis contraint donc d'avoir
un apport d'insuline. Donc, pour mon cas personnel, c'est un apport par pompe à insuline. Et donc, du coup, c'est une contrainte dans la vie de tous les jours et une contrainte supplémentaire pour le sport à gérer. C'est une charge mentale dans la mesure où tout diabétique faisant du sport est soumis à un risque d'hypoglycémie, donc assez sévère. Et plus la pratique est intensive et plus le risque d'hypoglycémie est assez élevé. Et du coup, ce taux de glycémie, comment toi tu le gères? Via quel protocole tu dois mettre en place pour faire attention à ce taux? Alors, l'ancien moi, en fait, c'est quand je courais 1 ou 2 courses par an, ne faisais pas si attention que ça. Disons que j'arrêtais complètement l'injection d'insuline avant d'aller courir, donc je mangeais donc assez sucré avant de courir et en général, je ne dépassais pas 2 heures de course. Donc jusqu'à ce que je pratique le marathon de Paris en mars-avril 2022, je n'avais jamais couru plus de 4 heures à la suite. Donc c'était assez facile en soi de gérer la glycémie parce qu'il suffisait de me resucrer pendant le parcours et tout se passe bien. Mais bon, depuis 1 an que je pratique le trail à fond et que je cours en général 8 à 10 heures par semaine, c'est devenu un vrai challenge dans la mesure où je dois gérer le diabète après la course parce qu'en général, au fait, lorsqu'on pratique un effort, on a ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que par exemple, là, si je fais une séance de sport intensive le soir, j'ai un risque d'hypoglycémie durant la nuit. Donc, c'est devenu vraiment une contrainte au quotidien de gérer ce diabète avec la pratique que j'ai aujourd'hui du trail. Donc, j'essaie le plus possible, avant d'aller faire du sport, de partir avec une glycémie assez élevé dans une certaine mesure, entre 1,50 g et 2 grammes, sachant que un non-diabétique a une glycémie ne dépassant pas 1,26 g. Donc, j'essaie vraiment de rester dans une zone assez stable, sans être trop haut, mais sans être trop bas non plus. C'est vraiment trouver l'équilibre parfait pour entamer sa séance. Quand toi tu as fait ta première course de 10 kilomètres, à ce moment-là, est-ce que, tu avais rien mis en place là? C'est juste toi tu es parti et puis tu es allé faire ta course? Ouais, ouais, complètement, complètement. Vraiment, au fait, le diabète, c'est pas quelque chose que j'abordais facilement jusqu'à il y a 3 ans. Donc, au fait, concilier le diabète avec ma vie, pour moi, c'était quelque chose de compliqué. J'essayais vraiment que ça impacte le moins possible mon quotidien. Et lorsque j'ai effectué cette première course, j'ai alors pas diminué assez l'insuline parce que je n'avais pas encore conscience au fait que si je pratiquais du sport là, comme j'ai commencé à le faire lorsque j'ai couru, que ça pouvait avoir un impact assez sévère. Et il se trouve que chaque diabétique est différent et que tu peux trouver au fait un diabétique qui va simplement avoir besoin de réduire sa dose d'insuline pour faire du sport, alors que tu as certains diabétiques comme moi qui ont de très faibles besoins en insuline et qui vont avoir besoin en fait de pratiquement couper toute injection d'insuline avant le sport. Donc ça, je l'ai très vite compris au fait, comme beaucoup au fait de trailers ou de coureurs par l'expérience. Toi tu l'as découvert à quel âge que tu étais diabétique type 1? Alors, je l'ai découvert au fait à 16 ans, donc par hasard. C'est après les symptômes classiques qu'un diabétique de type 1 va avoir lorsqu'il tombe malade, enfin lorsque la maladie est découverte, c'est-à-dire une grande perte de poids. Donc ça peut aller jusqu'à 10, 15 kilos. Pour moi, j'avais perdu une dizaine de kilos. Donc il se trouve aussi qu'il y a une fatigue intense et évidemment on boit beaucoup parce que au fait l'insuline permet de faire passer donc le glucose dans le sang qui est une source d'énergie et au fait lorsque le glucose ne peut plus passer et ben le corps va trouver l'énergie là où il peut donc en consommant notamment les graisses et également une soif intense. Donc j'ai eu les symptômes classiques qu'un diabétique de type 1 avait lorsqu'il tombe malade. Après cette course de 10 kilomètres, quelle a été la l'étape suivante? Alors,
Après, j'ai réeffectué 2 courses de kilomètres et très vite, en fait, comme tout runner qui commence, il y a le: «Et si je faisais plus?» Donc du coup, il y a le semi-marathon de Paris qui très vite m'a tendu les bras et je me suis lancé pour la première fois sur la distance, en 2017. Donc ça a été très, très, très compliqué parce que j'avais pas de notion, en fait, qui tu pouvais faire des entraînements fractionnés, que tu pouvais, en fait, faire de l'endurance fondamentale. Donc tout ça, c'était complètement inconnu pour moi. Donc du coup, j'ai galéré pour terminer ce semi-marathon. Je l'ai fait quand même avec de sacrées douleurs aux genoux. Et après, je me suis relancé 2 fois dans le semi-marathon en me disant: «Mais je peux pas terminer comme ça. Là, j'ai besoin en fait de le terminer là convenablement». Et du coup, après le semi-marathon, il y a bien sûr un jour le marathon et c'est mon frère qui, au fait, m'a mis au challenge un jour quand j'ai terminé mon troisième semi-marathon en me disant: «Tu termineras jamais un marathon». Et j'ai un gros souci, en fait, quand on me lance un challenge comme ça, c'est que je fonce ma tête baissée. Et je me suis lancé sur le marathon de Paris. Et le marathon, du coup, c'était en quelle année ce marathon? Alors, le marathon, c'était en 2020, le fameux marathon du Covid, du coup. Donc, bon, j'étais un petit peu maudit de ce marathon parce que le marathon a été annulé, évidemment, et il a été reporté en octobre 2021. Donc, j'ai relancé ma préparation parce que je m'étais déjà commencé à me préparer, bien sûr, pour le marathon du Covid. Et il se trouve que en août 2021, j'ai eu la bonne idée donc de me faire une entorse avec rupture partielle des ligaments de la cheville. Donc, du coup, les médecins a été très clairs en me disant: «Tu peux courir le marathon, mais ça sera ton dernier». Donc, je me suis dit: «Bah, allez, non, ça peut être sympa quand même de courir quelques autres courses». Donc, je me suis relancé une troisième fois dans la préparation pour le marathon, du coup, d'avril 2022. Et ce qui est très marrant, c'est que je me disais, c'était l'aboutissement pour moi. Et vraiment, j'avais dans ma tête que le marathon, tu pouvais pas connaître une distance plus grande et que une fois le marathon fait, j'avais plus rien à faire au fait en course à pied. J'étais vraiment naïf de penser ça, là, sachant qu'il y a un monde au fait encore à découvrir. Comment, du coup, tu as découvert ce monde parallèle de la course avec des plus grandes distances? Alors, en fait, lorsque je finissais ma préparation de mon troisième marathon, enfin, la troisième tentative du marathon de Paris, j'ai commencé à me dire: «Qu'est-ce que je vais faire après le marathon?» J'avais besoin d'un nouveau challenge et j'ai commencé à voir qu'il y avait la course en nature, la course en montagne. Donc, j'ai découvert pour la première fois l'existence du mot trail l'année dernière, en tout début d'année. Et après, ça a été un engrenage. J'ai fait mon premier petit trail, du coup, en juin 2022. C'est l'Oxytrail sur la version la plus courte de 5 kilomètres. Et de fil en aiguille, j'ai été participer à un stage durant l'été 2022 pour donc m'initier au trail. Et après, je me suis dit, mais c'est plutôt sympa. Et si j'allais au fait continuer ce sport qui a l'air sympa? Du coup, je me suis inscrit dans un club dans ma ville, donc qui propose une section trail. Après coup, je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux qu'il y avait des trailers célèbres qui faisaient des distances supérieures à 80 kilomètres, à 100 kilomètres, jusqu'à 160 kilomètres, jusqu'à découvrir l'existence du mot UTMB, le mot diagonale des fous. Et pour moi, en fait, ça a été quelque chose là de fou, on peut le dire, de me dire qu'on pouvait courir autant. Et du coup, j'avais eu l'idée de m'inscrire à la même période à un premier gros trail de 44 kilomètres, la Saint-Express, donc qui est donc une des nombreuses courses de la Saint-Élion, donc pour décembre 2022. Et c'est pareil, ça représentait pour moi là déjà quelque chose d'énorme et j'avais pas encore conscience qu'on pouvait faire plus. Et lorsque je me suis inscrit à cette course, je savais pas que ça serait le point de départ, au fait, vraiment d'une aventure dans laquelle j'arrive pas à m'arrêter et que je compte encore vraiment aller plus loin.
Oui, parce que là, on est en décembre 2022, mais effectivement, tu t'es pas arrêté là. Tu as continué encore d'augmenter les distances. Est-ce que par le fait d'augmenter les distances, tu as rencontré des difficultés ou des problématiques liées au diabète que tu avais peut-être pas du coup sur les 10, les semis jusqu'à présent? Ouais, 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 tout à fait. Parce que mon premier gros trail à part la Saint-Express a été ce qu'on appelle le dernier homme debout, donc qui est une version de la backyard, c'est-à-dire que c'est donc en 24 heures là une boucle à effectuer avec un départ chaque heure, donc une boucle de 7 km,7 avec 270 mètres de dénivelé. Donc j'ai effectué cette course, ce trail au mois de mars 2023 et j'étais stupide vraiment en me disant que je pouvais courir comme on court des courses de 20 km en ne pensant pas à l'alimentation, en ne gérant pas mon diabète, en me disant si je fais une hypo, ça va passer, je vais me remettre. J'avais pas de notion du tout de ce que peut représenter l'ultra distance. Et ce qui devait arriver est arrivé et j'ai eu 3 hypoglycémies en 3 heures de temps, donc qui m'ont vraiment flingué et du coup, arrivé au 45e kilomètre, donc à la fin du 6e tour, en fait, mon corps ne pouvait plus, je ne pouvais plus, je ne m'étais pas vraiment alimenté et je ne pouvais pas commencer à m'alimenter au 45e kilomètre, rien ne passait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, va falloir vraiment, avant toute chose, avant même d'apprendre à courir ces distances, que j'apprenne à gérer mon alimentation sur ces distances pour ne pas tomber dans le piège dans lequel je suis bêtement tombé lors de cette course. Et comment tu allé chercher ces informations pour, gérer cette alimentation, par rapport à l'effort que tu vas fournir derrière? Puis je pense que ça varie effectivement suivant l'heure du départ de la course peut-être? Parce que le repas d'avant n'est pas forcément le même si c'est une course qui part à 8 heures, une course qui part peut-être en début de nuit comme la Saint-Express ou en tout cas les courses de la Saint-Élion. Tout ça, tu es allé chercher, où en fait ces documentations, ces 2 par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient te demander: «Écoute, moi, j'aimerais bien me mettre sur du long, mais j'ai ces problématiques-là». Est-ce que toi, tu pourrais l'éclairer un petit peu? Savoir un petit peu toi, comment tu as trouvé toutes ces infos? Alors, déjà, auprès de diabétiques. Vraiment, ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et en début d'année, je me suis inscrit à la Type 1 Running Team, donc qui est une association de runners et trailers diabétiques qui existe depuis 2015. Donc une association qui comporte plusieurs groupes WhatsApp, donc sur lesquels il y a un soutien, une entraide, mais qui sont vraiment remarquables. Et ils sont ouverts, c'est fantastique parce que je suis arrivé dans cette association, dans ce groupe, et j'ai pu poser des questions. On m'a répondu avec une très grande bienveillance. Donc ça a été sympa déjà de se dire, au fait, que tu arrives dans un groupe, tu as des mecs, ils ont fait déjà des cours de 150 km et ils sont diabétiques. Donc tu te dis, au fait, ils ont réussi à gérer. Donc tu peux. Après, j'ai pris pour expérience les petits trails que j'ai commencé à accumuler de 30 km, de 40 km, pour me dire ce que je fais sur ces trails-là à petite dose, je dois au fait le faire et sur des plus longues distances. Ainsi, par exemple, quand je m'alimente sur un trail de 40 km toutes les heures, et ben, j'ai essayé de reproduire ça, de voir est-ce que à l'entraînement sur une sortie longue de 3 heures, quelle est ma glycémie au bout d'1 heure, quelle est ma glycémie au bout de 2 heures, quelle est ma glycémie au bout de 3 heures, pour voir au fait comment je gérais l'effort, comment l'alimentation impactait ma glycémie, et surtout au fait j'ai testé parce que là par exemple j'ai démarré l'année en ayant que 2 flasques d'eau sur moi lorsque je sortais et très vite j'ai rajouté une flasque de soda sucré pour pouvoir au fait là avoir un apport là régulier en sucre rapide et compenser les chutes brutales de glycémie. Donc ça a vraiment été d'un côté les témoignages, d'un autre côté l'expérience, mon coach de club aussi qui m'a beaucoup aidé sur là ses conseils par rapport à l'alimentation. Donc conseils généraux même qui ne sont pas destinés à une personne diabétique, mais qui m'ont vraiment permis au fait là de composer avec un panel très large pour pouvoir réaliser très vite de grandes distances.
Et je crois que un de ces conseils là les plus importants a été l'alimentation régulière. Et c'est ce que j'ai mis en pratique sur mon premier trail de 70 kilomètres que j'ai effectué au mois de mars, donc entre Aix-en-Provence et Marseille. Et j'ai décidé de m'alimenter régulièrement et très vite j'ai dépassé la barre des 50 kilomètres. Ça a été dur physiquement de terminer le trail parce que je m'étais pas préparé pour 70 kilomètres encore, mais au niveau de l'alimentation, ça a été une révélation parce que je me suis dit, j'arrive à composer avec le diabète sur une durée de 9 heures de course. Pour revenir sur le taux de glycémie, tu as un appareil pour le monitorer en direct ou en tout cas uniquement aux sensations? Oui, alors il faut savoir que depuis quelques années, il y a donc les capteurs en temps réel de la glycémie qui ont vraiment été une révolution pour tous les diabétiques de type 1 parce que auparavant, c'était donc la glycémie capillaire traditionnelle que tout le monde a dû connaître auprès d'un proche ou même là, que ce soit dans les documentaires ou à la télévision, où on voit le diabétique se piquer le bout du doigt pour mettre sa goutte de sang dans un appareil. Et désormais, depuis 2017, c'est remboursé. On a les capteurs de glycémie et c'est vraiment une aide incroyable. C'est une aide indispensable lors d'un ultra trail. Et ça me permet d'avoir en temps réel ma glycémie, d'avoir des alertes lorsque ma glycémie abaisse et de pouvoir m'adapter assez rapidement. Tout ça, tu le reçois sur, une montre connectée? Je peux le recevoir effectivement sur une montre connectée. Donc, par exemple, sur la Garmin, ça demande juste de télécharger au fait un widget en plus. Mais après, en course, c'est sur mon portable, c'est sur l'application donc que je reçois toutes ces alertes. En fait, là, le capteur, que ça soit le capteur Freestyle Libre ou que ça soit le capteur Dexcom, qui sont les plus célèbres du marché, ils vont avoir une connexion Bluetooth avec le téléphone et pouvoir envoyer en direct, donc en temps réel, les informations, que ce soit pour une baisse de glycémie ou une hausse de glycémie. Et ça permet, et je mets un gros plus pour le Dexcom, parce que ça permet au fait de prévoir même les baisses de glycémie. Le Dexcom permet au fait, par exemple, si je suis à 2 grammes là de sucre dans le sang et que j'ai une baisse brutale de glycémie, il va m'en avertir et je vais pouvoir agir en amont de l'hypoglycémie. Et ça va pouvoir en fait me permettre d'éviter d'avoir les coups de moins bien que tout coureur, que tout trailer peut connaître lors d'une course, mais qu'un diabétique est amené à connaître peut-être un peu plus souvent ou à du moins plus de risques de connaître. Tu as fait une course de 70 kilomètres. Dans l'année 2022, est-ce que tu as fait une distance encore plus importante? Alors, cette année, oui, j'ai fait du coup 3 fois une distance plus importante. J'ai couru 3 fois 80, plus de 80 kilomètres. Donc, la première fois au mois de mai, au Volvic, au trail de Volvic. Donc, c'est pour être précis 83 kilomètres et 2800 mètres de dénivelé, trail qui s'est très bien passé et je pense qu'a été une référence pour moi, parce que je n'ai effectué aucune hypoglycémie lors des 10 heures d'effort. Et ça a été vraiment une grande révélation pour moi, où je me suis dit que je peux gérer, comme toute personne en fait, là, un ultra trail. La deuxième fois, ça a été un projet off que j'avais, de courir de chez moi jusqu'à là, chez de la famille à Sens, donc pour une distance de 100 kilomètres. Je me suis arrêté à 82 kilomètres, mais du coup, ça m'a fait passer une deuxième fois la barre des 80 kilomètres. Et la troisième fois a été le trail sans doute le plus dur que j'ai fait cette année, encore une fois sur le challenge d'une pote, l'Ultra Trail du Vercors, donc pour 83 kilomètres et 4700 mètres de dénivelé. Donc ça, c'était au mois de septembre. Très bien. Aujourd'hui, on est le 21 novembre 2023. Ta prochaine course, c'est laquelle? C'est la Saint-Élion, la semaine prochaine. Saint-Élion, semaine prochaine. Du coup, je profite juste pour citer les premières lignes de la description de Wikipédia sur la course. La Saint-Élion est un running raid nocturne entre les villes de Saint-Étienne et de Lyon. C'est une course à pied très populaire en individuel ou relais par équipe de 2, 3 ou 4 personnes. Il est également possible de la faire en randonnée. Elle s'effectue en partie sur du bitume et sur des chemins pédestres. Cette course a lieu chaque année le premier week-end du mois de décembre. Il existe également d'autres formats sur cette course, la synthétique 13 km, la synthé sprint 24 km, la synthé express 44 km
et la Lyon-Saint-Élion, 156 kilomètres. Sans oublier du coup la Saint-Élion qui fait 78 kilomètres pour 2000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que toi, tu peux nous dire, les Ça particularités vend du rêve. de cette course? En termes surtout, on va pas se mentir, elle est connue pour certaines contraintes. Pas des moindres, effectivement. Alors, je pense que tout trailer qui s'inscrit à la Saint-Élion espère au fait avoir de la boue, de la neige, une température glaciale. C'est vraiment en fait vendu dans le package. On a l'impression, c'est exceptionnel parce que on a l'impression qu'un microclimat arrive au moment de la Saint-Élion et que tu as des conditions terribles pour effectuer cette course. Et puis presque le but du jeu, c'est finalement de pas voir le lever du soleil, pour certains. Ouais, c'est clair. Le but du jeu, bah, pour les plus rapides, effectivement, ça va être de finir là très rapidement avant que le soleil se lève. Après, pour la plupart des personnes qui vont prendre le départ, je pense que finir déjà sera une belle option pour cette course parce que je crois qu'elle a un taux d'abandon quand même assez élevé au vu des conditions. Ah, c'est dommage, j'ai pas regardé, cette, statistique, mais c'est vrai qu'ayant habité proche de Lyon, je sais qu'à cette période-là, on a vu quand même des éditions sous la neige, ce qui est pas commun, c'est pas normalement un trail blanc, mais c'est vrai que c'est pour dire qu'en tout cas, il y a des parties sur cette, course où la température descend quand même, assez basse avec le froid est souvent de la partie et le mauvais temps, bah, sur un mois de décembre, on peut pas toujours y échapper. C'est clair. Et bah, c'est très marrant parce que t'as un microclimat, vraiment, j'ai l'impression, dans cette course. L'année dernière, lorsque j'ai fait la Saint-Express, en fait, c'était très marrant parce que la veille, la semaine, il n'avait pas plu. Et au moment de cette course, tu as un microclimat qui s'installe, il pleut, tu as de la neige fondue, tu as un brouillard de malade. Et vraiment, quand je dis que t'as l'impression que c'est vendu dans le package, c'est vraiment là, cette course, quoi. Tu peux pas imaginer la faire avec un temps sec. Non, ouais, je pense que s'il y a un temps sec à la Saint-Élion, je suis pas sûr qu'ils la comptabilisent, au niveau des résultats, à mon avis. Ce serait tricher C'est clair, et du coup, au niveau de la c'est préparation, parce clair. que cette course, c'est qu'elle commence le départ est pour la Saint-Élion, en tout cas, est donné à minuit. Au niveau des entraînements, du coup, Mmh. tu as privilégié quand même des entraînements nocturnes ou tu as fait des adaptations sur, ce que tu fais d'habitude de ta pratique, de la course à pied? Ouais, carrément. Par rapport à cette année, là où tous les trails que j'ai pu effectuer, même s'il y avait un départ nocturne, la plupart donc de la durée du trail s'effectuait durant la journée. Là, très vite après mon dernier ultra, fin octobre, je suis retourné dans une préparation nocturne. Je suis retourné dans une préparation vraiment dans des conditions qui se rapprochent le plus de la Saint-Élion. Donc, des sorties lorsqu'il pleut, des sorties assez tard pour être confronté à un froid va se rapprocher de ce que tu peux rencontrer lors du parcours. Vraiment, je pense que pour se préparer idéalement à cette course, c'est vraiment être prêt à courir dans n'importe quelle condition, plus que de faire du dénivelé. Parce que le dénivelé, certes, le parcours, il est quand même assez relevé. Tu as 2200 mètres de dénivelé, je crois. Mais vraiment, le plus difficile, c'est être confronté là aux conditions qu'on te promet lors de cette course. Et être prêt à repartir de poste de ravitaillement à 2 heures du mat, alors que tu es au chaud et que tu as juste envie de rester et de pas repartir. C'est vraiment ça, je dirais. C'est vraiment une préparation, surtout mentale, à cette course. C'est vrai que toi, tu as déjà pu quand même découvrir sur le format, inférieur. Tu as déjà pu découvrir quand même cette particularité, donc ça va pas être totalement inconnu pour toi, en tout cas de ce côté-là. Hem, et après tout ce qui était, matériel que tu emmènes, vu les conditions, bon, on les connaît pas encore à cette date-là. En tout cas, niveau tout ce qui va être éclairage, vêtements thermiques, tu pars plutôt sur quoi dans l'idée? Alors, au niveau de l'éclairage, je vais partir avec une frontale, je peux citer une marque. Oui, tu peux, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va nous embêter avec ça. Je vais partir avec une Petzl. Donc, du coup, au moins, ça te permet de changer la batterie lorsque là, la frontale arrive, là, est épuisée. Donc, ça va permettre de pas tenir facilement au moins 8 heures de course nocturne. Après, au niveau des vêtements, je suis encore en hésitation, à vrai dire. Soit je pars avec une veste assez chaude,
soit je pars avec une veste imperméable pour la pluie. Ça dépendra vraiment. Donc, il est sûr que je vais avoir une couche chaude déjà, mais après, ce que je vais avoir au-dessus, ça dépendra vraiment des conditions au moment. En fait, j'ai pris pour habitude de regarder uniquement la veille. De regarder uniquement la veille lorsque les météos en général peuvent faire du heure par heure ou que je peux me fixer, me dire là précisément, bah là, je pars avec ça au milieu de la course. Si jamais il se met à pleuvoir, je mets ma veste dans mon camelback et je peux là m'adapter au moins facilement. Sur, la course, est-ce qu'il y a un endroit où tu peux quand même laisser un sac d'allègement? Savoir, par exemple, imagine c'est conditions boueuses, Pas sur la Saint-Élion. donc c'est-à-dire que voilà, on part, s'il pleut, c'est-à-dire, chaussures, pleines de boue, c'est du début à la fin. Bah, sauf si tu as la chance d'avoir une assistance, chance que j'avais l'année dernière et que je l'ai pas cette année. L'année dernière, je me souviens, j'étais arrivé à un ravito, je crois que c'était à Soucieux, j'avais les pieds mais gelés et j'avais 2 potes qui étaient avec moi et j'avais changé de chaussettes, mais Dieu merci parce que là, je me demande comment je serais reparti au fait. Donc là, cette année, c'est quelque chose avec lequel effectivement je dois composer. C'est de se dire là, tu dois penser à tout le matériel avant de partir. Tu dois vraiment prévoir que peut-être au bout de 10, 20, 30 kilomètres, tu vas être trempé, tu vas avoir les pieds gelés et tu vas devoir composer avec ça jusqu'à la fin là, de la course. Donc c'est-à-dire qu'on pourra peut-être trouver une paire de chaussettes dans ton sac? C'est même sûr, ça fait partie des indispensables. Une paire de chaussettes et je pense une couche de vêtements chaude quand même pour me changer durant la course. Ça, c'est vraiment les indispensables. Et je pense que c'est vraiment là du bon sens parce que très vite, lorsqu'on arrive là à 40 kilomètres de course, qu'on a transpiré, qu'il fait froid, en fait, on a vite envie de se mettre au chaud et avoir une couche chaude sur soi, c'est indispensable pour, repartir. Parce qu'il y a un risque là qui n'est pas à négliger, c'est le risque, d'hypothermie. Et j'ai également une question, toute cette préparation en tout cas que tu as faite pour cette course et pour les autres, comment toi tu, rythmes en fait ton quotidien entre l'entraînement sportif, la vie personnelle et la vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, déjà une idée un petit peu du nombre d'heures que tu fais par semaine en moyenne et savoir comment du coup, tu intègres tout ça? Alors, ça a demandé pas mal d'adaptation, j'avoue. Donc, je pense que cette année, je trouve davantage un équilibre dans ma vie par rapport à l'année dernière où tout était encore nouveau. Donc, en général, je cours, 8, à 10 heures par semaine. Donc, au fait, ça nécessite donc de s'adapter. En moyenne, ça fait 1 heure et demie de course par semaine. Je m'accorde 15 jours de repos par semaine où je m'oblige à ne pas courir. Donc en général, c'est le vendredi, parce que c'est là où tu peux aller boire un verre tranquille sans culpabiliser. Mais après, ça demande des adaptations. Par exemple, je rentre du boulot en courant. Donc mon boulot, mon collège est à 15 kilomètres. Donc le lundi, au fait, je viens en train. J'emmène mon sac avec mes affaires. Et le soir, donc je me change, je laisse mon sac donc avec mes affaires de cours et je rentre qu'avec mon camelback et le nécessaire sur moi. Et je reviens le mardi en voiture où je récupère mes affaires. Donc ça demande vraiment des adaptations comme ça, après pour pouvoir assumer au fait ce poids de l'entraînement. Après, ça demande de faire des choix également. C'est vrai que je me suis rendu compte, c'est bien, je passe moins de temps devant la télé. Peut-être je privilégie des entraînements à des sorties. C'est vrai. C'est vrai que mon rythme de vie a changé là par rapport à ces dernières années, mais c'est pas plus mal parce que je pense y trouver mon compte et j'ai vraiment envie de continuer à progresser et sans doute je vais augmenter encore les distances. Donc je pense qu'à partir du moment en fait où tu trouves un équilibre, tu, tu fonces et continue et c'est ce que je me dis. Toutes ces adaptations en tout cas que tu fais là, toi tu ne les vois pas comme des sacrifices, c'est plus, quelque chose qui te sert, on va dire au quotidien? Ouais, carrément, carrément, parce que là, en fait, tu sors de ta journée de boulot,
Tu rentres le soir, certes, la tentation, elle est très grande de se mettre dans son canapé, là, de ne pas ressortir, surtout durant cette période où tu parais pour un gros fou d'aller ressortir là, d'aller t'entraîner pour, une course de 80 kilomètres entre Saint-Étienne et Lyon. Mais tu y trouves ton compte après. Lorsque tu reviens de ta séance, tu as une fierté de ce que tu as fait qui est incomparable. Après, je sais que tu as tout ce qui est libération d'endorphines, tout ça, mais vraiment la satisfaction que tu éprouves là à la fin d'un entraînement, pour moi, ça n'a pas d'égal. Et je vois aussi sur mon diabète, ça m'a vraiment permis d'équilibrer encore plus mon diabète là cette année que les années précédentes. J'en suis venu certaines fois à baisser considérablement ma dose d'insuline parce que, au fait, mon corps là acceptait, en fait, faisait beaucoup plus d'hypo et ça m'a demandé des adaptations, mais des adaptations qui sont positives pour moi vraiment à long terme. Après, peut-être j'en fais trop, on me l'a déjà dit, qu'il y a un risque que ça pète un moment ou un autre, il y a un risque que je le regrette plus tard, mais je me dis vraiment, j'ai qu'une vie, je pense que le diabète a vraiment contribué à ça, à cette idée de me dire là, putain, j'ai envie de le faire au fait. J'ai vraiment envie de courir là autant, j'ai vraiment envie de montrer que tu peux être diabétique, mais tu peux faire un sport comme ça à haut niveau. Et tes amis, du coup, dans cette démarche, ils en pensent quoi? Ils te soutiennent? Ils sont un petit peu, dubitatifs? Un peu inquiets? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, en fait. L'inquiétude a toujours été bienveillante. Vraiment, quand j'ai commencé à courir le soir, quand j'ai commencé à faire des trails de nuit, ça a été vraiment une inquiétude bienveillante parce que c'était vraiment là, peut-être un manque là de compréhension de cette course, un manque de compréhension de ce sport. Et à partir du moment où j'ai expliqué, il y a commencé à avoir vraiment une compréhension. Et j'ai des amis super bienveillants qui ont compris aussi là à quel point ça me faisait du bien de courir autant, là de me dépasser et surtout de me dire là vraiment avec le diabète, je peux le faire. Et quelque chose là vraiment qui est important pour moi sur les trails, les ultra trails où j'ai eu la chance d'avoir une assistance, à aucun moment le diabète est rentré en ligne de compte. En fait, là, mon assistance, là, vraiment a joué le jeu, mais de façon remarquable, en m'aidant moralement, en m'aidant sur le ravitaillement, mais à aucun moment, ils m'ont questionné sur le diabète en me disant: «T'es pas en hypo, t'es pas là mal à cause du diabète», et ça a été quelque chose de super important pour moi. Parce que déjà que c'est une charge mentale sur, une course, avec laquelle on doit composer, donc de pouvoir courir en te disant: «Bah, en fait, là, merde, t'as pas à y penser, on t'y fait pas penser», c'est super et ça n'a pas de prix. Tout à l'heure, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp avec un vocal. Donc si tu veux bien, bah, c'est le moment de l'écouter et puis on se retrouve juste après pour la réponse à la question. Allez, c'est parti. C'est Benoît, on a pas mal échangé là ces derniers temps et on va courir la Saint-Élion ensemble. Donc ce serait un plaisir de courir avec toi. J'ai une petite question, moi, concernant la pratique de l'ultra trail. Lorsque j'ai commencé la course à pied après le déclenchement de mon diabète de type 1, je cherchais absolument à éviter les hypoglycémies pendant la course à pied. Ça m'a pris pas mal de temps de comprendre qu'en fait, il fallait pas les chercher à les éviter, mais plutôt essayer de voir de quelle façon je pouvais courir avec. Donc on sait très bien que sur un ultra, quand il y a plusieurs heures de course, on n'est pas à l'abri d'en avoir une et que celle-ci dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc je voulais savoir de quelle façon toi tu avais appréhendé le fait de ne pas pouvoir maîtriser totalement ce facteur, qui est la gestion de ta glycémie pendant la course, et comment tu avais réussi à accepter le fait que il fallait continuer à avancer malgré parfois des situations un peu difficiles. Merci pour ta réponse et bonne interview. À plus. Oh bah, c'est une belle surprise. Effectivement, Benoît qui fait partie de la Type 1 Running Team, là, avec lequel là, je vais avoir un très grand plaisir à courir la semaine prochaine. Et c'est très marrant parce que je l'ai pris comme un modèle, vraiment, cette année, par toutes ses sorties. Donc, sa question à côté me fait très plaisir. Et je suis vraiment impatient de pouvoir côtoyer là un trailer comme ça. Mais du coup, pour répondre à la question là sur l'appréhension, la gestion des hippos sur un ultra trail, à mon sens, en fait, il y a deux éléments de réponse. C'est quelque chose de très personnel. Je suis quelqu'un qui est vraiment hyper carré
sur la gestion des choses. Et j'ai du mal, au fait, à me dire, je vais pas pouvoir gérer une hypo. Donc, je vais tout mettre en œuvre. Je vais essayer de calculer là précisément chaque heure, chaque moment là de la course pour savoir à quel moment je risque d'être en hypo, qu'est-ce que je dois faire, là, à quelle heure je dois manger telle chose. Donc, et surtout, j'ai fait des tests et je ne m'autorise pas à avoir des hippos pendant un ultra. Et si jamais ça doit arriver, bah en fait, je fais quelque chose peut-être qui n'est pas bien, mais je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je diminue certes l'allure, mais je continue coûte que coûte. Et vraiment, la seule fois où j'ai dû m'arrêter à cause là des hippos, ça a été là, comme je l'ai dit plus tôt, une révélation pour moi en me disant en fait, je dois apprendre à gérer. Et ça peut pas m'empêcher en fait d'aller au bout de mon envie, au bout de ma course là. Et au fait, je pense que on doit accepter de ne pas pouvoir gérer l'hypo, mais on doit tout mettre de son côté pour essayer là de faire en sorte de les éviter. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très personnel. Ce que je mange pendant une course, c'est très particulier. Je peux donner mon cas personnel, mais peut-être un autre diabétique, ça ne s'appliquera pas. Peut-être là, je suis pas un modèle, mais par exemple, je vais avoir dans mon camelback banane, je vais avoir donc ma flasque de soda sucré, et je sais pertinemment que lors de ma première demi-heure de course, tout va bien se passer. Au bout d'une demi-heure, je commence là à consommer de ma flasque sucrée. Je sais que dans ma flasque sucrée, ça va être soit l'orangina, soit donc du coca, quelque chose où on va avoir 20 grammes de sucre pour 100 millilitres. Je sais que dans ce cas-là, ma glycémie ne baissera pas trop. Je vais avoir une banane à consommer au bout d'une heure de course. Je vais avoir désormais des gommes Ta Énergie qui sont facilement absorbables et qui permettent de limiter fortement la chute de la glycémie. Donc c'est un équilibre que j'ai trouvé petit à petit, là où chaque demi-heure, je sais que je dois me forcer à m'alimenter, que ça soit par un liquide, que ça soit par quelque chose de solide, mais pour éviter les hippos. Et je pense que vraiment c'est accepter la rigueur. Et je suis sûr de toute façon que Benoît, j'ai beaucoup à apprendre de lui concernant cette rigueur. Et je pense que si on est en hypo, on doit l'accepter. Et surtout, on doit accepter d'aller moins vite. On doit accepter peut-être de marcher, mais pour mieux repartir après. Et surtout, comprendre pourquoi on a été en hypo pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Là, on est à une semaine et demie du départ. Quelles sont tes sensations par rapport à ta préparation, physique? Comment tu te sens toi? Comment tu sens cette course qui approche? Il faut savoir que là, j'en suis à 3500 kilomètres de course cette année. Et je pense que j'arrive un peu en bout de parcours. Il y a peut-être une lassitude physique, je dois avouer, qui s'est fait ressentir. Il y a peut-être un mois et demi après l'Ultra Trail du Vercors, où j'ai commencé à avoir des douleurs au mollet, où j'ai commencé à consulter, où j'ai essayé d'alterner donc des séances de vélo avec des séances de course, de diminuer l'allure, de diminuer les distances, pour vraiment préparer au mieux cette course. En fait, je me voyais pas ne pas faire la Saint-Élion. Donc, le but pour moi était là de me préparer d'une façon ou d'une autre, mais de me préparer quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, à une semaine et demie, là, depuis 2, 3 jours, je retrouve de super sensations. Les douleurs ont diminué, comme si mon corps, j'avais fait un pacte avec lui, là, en lui disant, c'est le dernier ultra de l'année, c'est la dernière fois que je te demande d'envoyer, donc vas-y, s'il te plaît, envoie, fais en sorte que ça se passe bien. Et après, promis, on fait une pause d'au moins une semaine, voire 2 semaines. Mais à une semaine et demie, pour le moment, les voyants sont vraiment ouverts et j'ai un petit objectif que je vais essayer de tenir du mieux possible. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet objectif? C'était la question, suivante, tu me devances un petit peu. Est-ce que, c'est trop indiscret? Tu veux garder ça secret ou? Ah bah au fait, je suis un petit peu superstitieux parce qu'à chaque fois que je me suis donné un objectif et que je l'ai balancé, je l'ai pas atteint. Donc on va dire que déjà être finisher, ça sera déjà quand même quelque chose de bien.
Bon, ce sera déjà un bon exploit déjà de finir cette course. Je vais te demander de te projeter un petit peu. Là, on est le 3 décembre 2023. Tu viens de franchir du coup la ligne d'arrivée, tu es officiellement finisher. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta course, de rêve? Alors, si jamais tu me poses la question après, bah, je te dis: «Écoute, Alex, atteint mon objectif, j'ai fini la Saint-Élion en tant de temps. Là, j'en peux plus, mon corps, il lâche, là, j'ai toutes les crampes accumulées de l'année qui arrivent d'un coup et la seule chose que j'ai envie peut-être là, c'est de manger, c'est de boire. Là, c'est de boire à la limite une bonne bière pour me dire là, au fait, c'est bon, c'est terminé». Parce que ça, c'est un petit rituel que j'ai mis en place, c'est de boire une petite bière à la fin, là, de chaque ultra, comme un fameux trailer parisien à la casquette. Et du coup, je pense que ça va être ma première action, c'est de te dire là, c'est bon, je l'ai fait, je suis mort de froid. Tu me trouveras peut-être avec une couverture de survie, mais c'est bon, je suis finisher. J'en ai fini cette année. Bah, parfait, celle-là, comme ça, on la gardera et puis je la remettrai dans le prochain épisode quand, quand on fera le débrief. Ça marche. Du coup, bah, on arrive sur la fin de cette première partie. Je te souhaite, tout de bon, en tout cas, pour cette, course qui arrive. Juste, si tu peux donner peut-être quelques informations sur, bah, peut-être ton compte Instagram ou peut-être s'il y a des personnes, du coup, qui veulent, avoir le WhatsApp, de ta team. C'est le moment si tu veux me donner quelques petites infos comme ça pour qu'ils puissent te retrouver. Ouais, bien sûr. Alors mon Instagram, donc c'est Sac Bleu, on me retrouve facilement. Donc Sac Bleu, tout simplement en hommage du coup à Casquette Verte, ce trailer parisien, premièrement, et surtout Sac Bleu parce que je me suis rendu compte très vite que là, en tant que diabétique, je ne pouvais pas sortir sans avoir toujours donc de quoi me resucrer. Et le bleu parce que c'est la couleur donc du coup de la team 1 Running Team donc et du diabète et c'est une couleur de sensibilisation à cette maladie. Donc pour moi, ça a très vite été une évidence. Et concernant la type 1 Running Team, j'invite vraiment tout diabétique qui aime courir, qui souhaite courir, vraiment à s'inscrire. On peut s'inscrire facilement sur Hello Asso. Ils ont également un compte Instagram qu'on peut trouver très facilement. Très bien, bah, ça, je vais essayer de le mettre, enfin, c'est pas je vais essayer, il sera mis en description, de toute façon, de l'épisode pour que les personnes qui le souhaitent puissent le retrouver facilement Ça marche. et est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se retrouve, nous, en tout cas, quelques jours après après la fin de la course, pour faire la partie 2, le débrief? Le petit mot de la fin, je pense que il est clair et limpide, c'est vivement le 2 décembre, 23h59, d'être sur la ligne de départ et de me lancer sur cette dernière aventure de l'année. Là, je suis impatient. Parfait, bah, merci à toi, Florian, en tout cas et bah, à bientôt. Bah, je te remercie, Alex. À bientôt.